Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Myriam Delille et bienvenue à votre bulletin de nouvelles. En manchette aujourd'hui, une soirée bénéfice au profit de la Fondation Anna Laberge. En fait, cette année, l'édition signature locale du vin et tapas, ça va avoir lieu au centre multifonctionnel Guy Dupré de la Prairie. On réserve une belle soirée aux invités. La sommelière Jessica Arnois qui va être là avec nous, qui est bien connue. Également, le restaurateur chez Julien de la Prairie qui va s'occuper de la portion nourriture. Donc, il va avoir un bel accord mets et vins. Mise au point sur le vaccin contre la grippe. Alors, l'objectif principal de la campagne de vaccination contre la grippe, c'est vraiment de protéger les personnes les plus vulnérables, celles qui sont le plus à risque de complications et de décès causés par la grippe. Un nouveau programme de hockey haut niveau au Collège Bourget. On va avoir une structure plus flexible. Donc, on a la chance d'avoir notre propre glace, donc, mais qui est très utilisée. On a plusieurs équipes de hockey présentement. Donc, pour les vols, les entraînements vont être planifiés spécialement en matinée. Donc, c'est certain qu'au niveau de la structure scolaire, elle va être adaptée. On va avoir une équipe d'enseignants, donc avec une pédagogie assez novatrice, là, qui va nous permettre, par exemple, s'ils partent en tournoi à partir du jeudi, donc on va avoir une concentration de cours en début de semaine, mais l'horaire va faire en sorte que les entraînements vont se dérouler le matin et le contexte scolaire un petit peu plus tard dans la journée. Exposition de l'artiste Diane Collet au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Ça fait 50 ans que je fais de l'art, alors ça fait 50 ans que je suis en train d'expérimenter. Et vous allez voir la variété, il y a toutes sortes de médiums, mais je crois que ça se tient très bien quand même. La Fondation Anna Laberge tiendra le 28 novembre une soirée bénéfice. La soirée vin et tapas aura lieu dès 17h30 au complexe multifonctionnel Guy Dupré de la Prairie. Ariane Goyette, coordonnatrice aux événements et communications, ainsi que la directrice générale de la Fondation, Mme Sylvie Rouillé, nous décrivent cette activité de financement. Donc, on va parler aujourd'hui avec la directrice générale et la responsable des communications de la Fondation Anna Laberge d'un événement bénéfice, donc la soirée vin et tapas qui va avoir lieu le 28 novembre. Parlez-moi un peu de l'événement. Ça va ressembler à quoi pour cette 5e édition? En fait, cette année, l'édition signature locale du vin et tapas, ça va avoir lieu au centre multifonctionnel Guy Dupré de la Prairie. On réserve une belle soirée aux invités. La sommelière Jessica Arnois qui va être là avec nous, qui est bien connue. Également, le restaurateur chez Julien de la Prairie qui va s'occuper de la portion nourriture. Donc, il va avoir un bel accord mets et vins. Ensuite, au niveau de l'animation, c'est vraiment une soirée réseautage pour les gens d'affaires. Donc, il y a la conjointe de José Godet, notre porte-parole, qui est Ève Ouellette, qui va s'occuper de la portion animation de la soirée. Puis sinon, on laisse vraiment les gens discuter tout au cours de la soirée. On leur réserve vraiment une belle édition cette année. Donc, est-ce que vous pouvez nous mettre un petit peu en contexte la Fondation, ça existe depuis combien de temps? La mission de la Fondation aussi, c'est quoi? Ah, la Fondation est plus jeune que moi, hein? La Fondation a 32 ans. Et puis, en fait, on a amassé jusqu'à ce jour à peu près 20 millions qu'on a redonnés pour des équipements, pour des besoins humains, etc. Fait que c'est vraiment une très belle fondation. Puis, on sait comment on doit privilégier nos usagers. Puis, pour le mieux-être de ce qu'ils ont besoin comme service au niveau de la santé. Donc, dites-moi, il y a des répercussions assez positives à un événement comme ça. Ça ressemble à quoi? En fait, l'événement, on a un objectif de 50 000 donc, c'est quand même beaucoup de sous pour la Fondation. Oui. Puis ça va être distribué, si je comprends bien, à travers plusieurs établissements? Oui. La Fondation, pour ceux qui ne le savent pas, on est vraiment la Fondation, oui, de l'hôpital Anna Laberge, mais aussi la Fondation de 3 CLSC, donc Châteauguay, Saint-Rémy et Candiac, puis 3 CHSLD, donc La Prairie, Châteauguay et Saint-Rémy. Ce qui fait en sorte que tous les sous amassés, on les redistribue selon les besoins. Excellent. Puis est-ce que vous avez un exemple d'une récente réalisation qui a été faite grâce aux donateurs?
Oui, plusieurs. Ariane a raison. En fait, je vais vous en donner un, puis Ariane va vous en donner un autre. Là. En fait, je pense juste au département de l'ophtalmo, qui est maintenant rendu au centre de santé, juste à côté. On a quand même fait un investissement de 640 000 fait que c'est pas rien. Puis Ariane, fais-toi le plaisir dans les numéros. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, tout récemment, au CHSLD de la Prairie, on a fait pas l'achat, mais l'ajout de 12 lits en soins palliatifs. Donc, c'est un bel ajout pour la région. Effectivement, c'est un investissement important. Oui. On a mis de la chaleur puis de l'amour dans ce département-là. Super, j'imagine que c'est très apprécié de la population. Puis pour les gens qui ne peuvent pas être là le 28 novembre, est-ce qu'il y a d'autres façons de contribuer? Oui, bien en fait, on peut nous suivre sur la page Facebook de la Fondation, sur le site Internet aussi. Puis en fait, un don, si petit soit-il, là, nous, tous les dons sont vraiment très bienvenus à la Fondation. Excellent. Donc, on va suivre les réseaux sociaux de la Fondation pour voir les différentes façons de contribuer. Oui. Sinon, pour les gens qui s'intéressent, il y a encore des billets disponibles pour la soirée? Tout à fait. On n'est jamais complet. On dit jamais non à personne. En fait, il y a une belle grande salle qui nous attend, puis on est bien content. On va la remplir à souhait. Donc, on invite tous les gens à venir participer à la soirée. Bien, on vous le souhaite, une salle comble. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Alors que la saison des microbes s'installe, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière bat son plein. Dr Yen Bui, médecin conseil à la direction de santé publique de la Montérégie, est venu en studio discuter du vaccin de cette année. Donc, Madame Yen Bui, médecin conseil de la direction de santé publique de la Montérégie, bienvenue. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Je crois en fait que beaucoup de gens ont plusieurs questions sur la fameuse vaccination contre la grippe saisonnière. C'est quelque chose qui revient d'année en année et il y a beaucoup de gens qui sont un peu ambivalents. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, l'efficacité et tout. Donc, on va un peu survoler tout ça. J'aimerais savoir d'abord, c'est quoi l'objectif derrière la campagne de vaccination? Très bonne question. Alors, l'objectif principal de la campagne de vaccination contre la grippe, c'est vraiment de protéger les personnes les plus vulnérables, celles qui sont le plus à risque de complications et de décès causés par la grippe. Donc, on parle de quel type de personnes? Alors, c'est surtout les personnes qui sont âgées de 75 ans et plus, et les autres, plus jeunes, âgées de 6 mois à 74 ans, si elles sont atteintes d'une maladie chronique sous-jacente, par exemple d'une maladie pulmonaire, maladie cardiaque, diabète, etc. Il y a une longue liste de conditions chroniques qui sont visées par la vaccination contre la grippe. Et un autre objectif de la campagne, c'est de protéger aussi les gens qui sont autour, qui sont très proches de ces personnes à risque. Donc, pour ne pas les infecter. Voilà. Alors, on parle des travailleurs de la santé, on parle des aidants naturels, on parle aussi des personnes qui vivent sous le même toit que les personnes vulnérables. Donc, si on vit avec une personne âgée de 75 ans et plus, c'est bien de se faire vacciner. Puis, pour les jeunes parents, si on a un petit bébé âgé de moins de 6 mois à la maison, on recommande aussi de vacciner les parents et la fratrie. Puis est-ce que quelqu'un en forme pourrait aussi le faire? Est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice pour quelqu'un qui n'a pas de conditions particulières, par exemple? Oui, c'est un bénéfice personnel. Le risque de complications contre la grippe pour quelqu'un qui est en bonne santé est quand même moins élevé que si on était atteint d'une maladie sous-jacente. Mais oui, on peut faire une recommandation individuelle pour ces personnes-là si elles veulent protéger leur santé. Puis en matière de complications, on parle de quoi pour les gens à risque? La grippe peut causer différentes complications. Alors, on peut parler de pneumonie, mais si on a une condition médicale sous-jacente, si on est diabétique, mais notre diabète peut décompenser. Okay. Si on est atteint d'une maladie pulmonaire, par exemple, on est asthmatique, mais on peut faire une crise d'asthme, on peut faire une crise d'emphysème. Quelqu'un qui a une maladie cardiaque, mais on peut faire une crise cardiaque. Ah oui, okay. Alors, c'est des complications assez graves, puis ça peut même mener au décès. Okay. Alors, ce qu'il faut rappeler au Québec, c'est que les 90% des décès causés par la grippe, donc 9 sur 10, sont causés chez des personnes âgées de 75 ans et plus. OK. OK. Puis ici, en fait, on parle de quoi en termes d'efficacité? Je sais que c'est vraiment ici que la question se pose. Est-ce que les gens vont vraiment avoir des résultats? Est-ce qu'ils vont vraiment être immunisés contre ce virus-là? Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet-là? Généralement, l'efficacité varie entre 40 et 60 %. C'est sûr que, de par la nature du virus de la grippe, c'est un virus qui peut muter assez rapidement. C'est pour ça que, pour certaines années, l'efficacité pouvait être plus basse.
Mais de façon générale, là, ça tourne autour de 40 à 60 %. OK, parfait. Super. Puis, on parle de plusieurs virus. Je sais que la grippe, comme vous venez de dire, il y a des mutations. Donc, Oui. j'imagine qu'au cours de la saison, le virus peut changer. Est-ce qu'il y a plusieurs virus dans une saison, puis vous choisissez juste un virus pour le vaccin? Comment ça fonctionne? OK. Oui, c'est une question assez complexe. Alors, on peut prendre ça On étape peut par décomposer, étape. oui, c'est ça. Oui. Alors, effectivement, la famille des virus de la grippe, c'est quand même une grande famille. OK. Et on peut avoir plusieurs souches qui circulent pendant la même saison. Alors, les souches qui sont contenues dans les vaccins, on parle d'à peu près de 3 à 4 souches selon le vaccin. Et comment ces souches sont choisies? Alors, c'est l'Organisation mondiale de la santé, leur comité d'experts. Alors, ils vont regarder les souches qui ont circulé soit la saison précédente ou les souches qui circulent un petit peu avant notre saison dans l'hémisphère sud. Par exemple, les pays comme Australie, leur saison, c'est d'avril à septembre, donc un petit peu avant la nôtre. Alors, c'est un travail complexe par ce groupe d'experts qui est responsable à chaque année de déterminer les souches du virus qui sont le plus susceptibles de circuler cette année-là, puis de recommander leur inclusion dans les vaccins. Alors, vous voyez que c'est pas simple, Oui, tout mais à fait. Il y a un gros travail. intéressant. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de recherches aussi qui sont en cours pour essayer de développer des nouvelles technologies pour avoir des souches qui sont mieux apparentées avec ce qui circule, puis pour réduire aussi les délais de production des vaccins. Puis, si on parle de malades, est-ce qu'il y a des effets secondaires au vaccin? Est-ce que les gens retournent à la maison avec un peu de virus de la grippe? Alors, ce qu'il faut dire tout de suite, là, c'est que les vaccins contre la grippe ne causent pas la grippe. C'est bon à savoir. Oui, oui, oui. Okay. Souvent, les gens vont nous poser cette question. Ils vont nous dire, je me suis fait vacciner, puis j'ai développé la grippe par après. Par contre, comme tout vaccin, mais ça peut donner mal au bras. Hein? C'est une piqûre dans le bras, mais ça peut donner une douleur au site de l'injection. On peut avoir aussi un peu de courbature, faire un peu de fièvre pendant 24-48 heures. Mais la plupart des réactions après le vaccin contre la grippe sont bénignes, puis ça disparaît rapidement. OK. Donc, ce n'est pas à cause du virus de la grippe qui a été dans notre corps, dans le fond. Ça Non, parce que les vaccins injectables, c'est des virus qui sont complètement inactivés. Alors, ils ne peuvent pas donner la grippe. Okay. Et il y a un vaccin qu'on peut donner en inhalation dans le nez aux jeunes enfants, okay. qui est le virus qui est très, très, très affaibli. Et il est conçu de façon à ne pas pouvoir descendre plus bas que la gorge. Okay. Donc, il ne se rend pas au poumon, ce vaccin-là. Il est très sécuritaire. Il ne peut pas donner de complications causées par la grippe non plus. Donc, parfait. Maintenant, il ne reste plus qu'aux gens de s'informer pour la prise de rendez-vous. C'est quoi la façon la plus simple? Alors, la façon la plus simple, c'est d'aller sur le site vaccincontreLaGrippe.com. C'est un site où vous allez trouver toutes les informations utiles sur la grippe d'abord, s'informer sur la maladie, quels sont les groupes les plus vulnérables de développer des complications. Et il y a les sites de prise de rendez-vous en ligne. Vous avez aussi la liste des endroits où se faire vacciner. L'horaire des cliniques de vaccination contre la grippe, dépendamment du lieu de résidence. Excellent. Et personnellement, je me fais encore vacciner à chaque année et je crois que la vaccination, c'est le meilleur moyen de prévenir la grippe. Alors, allez-y. Oui, puis le plus tôt est le mieux. Hein? On évite la propagation. Si on attend au printemps, c'est malheureux. On va avoir passé la saison de la grippe. Oui, voilà. Et comme la saison des fêtes approche, avec les festivités, les rencontres, voilà. Et n'oubliez pas, se laver les mains. Et si on tousse, on éternue, on fait attention. On le fait dans le creux de notre coude. Très bon conseil à retenir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Dès la rentrée scolaire 2019-2020, le Collège Bourget accueillera une première cohorte d'étudiants à son tout nouveau programme de hockey de haut niveau. Philippe Bertrand, directeur général du Collège, nous explique le concept de ce programme préuniversitaire.
Donc, bonjour, M. Bertrand. Merci de nous accueillir ici au collège. Je voulais qu'on se parle du nouveau programme pour les jeunes amateurs de hockey. Parlez-moi un peu à quoi ça va ressembler. Ça s'en vient très prochainement aussi. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, dès 2019, la rentrée 2019, on a une nouvelle... En fait, c'est une modification de permis. On a une section de notre école qui va être en anglais. On pensait que c'était la première fois, mais on avait une école au 19e siècle. On avait un cours commercial en français et en anglais. Mais cette année, en 2019, on a vraiment une école de hockey en anglais avec une 12e année. Donc, ce qui diffère de ce qui est offert présentement au Québec, là. Donc, les Volts vont représenter le collège partout parce que l'on vise aussi l'international. Pourquoi est-ce qu'on ne vise pas seulement local? Bien, en fait, on s'est vraiment basé sur le système anglo-saxon. Donc, ce projet-là, on vise l'international, oui, mais on peut avoir des joueurs locaux. Donc, on pourrait avoir, par exemple, un jeune de l'Île-Bizarre qui décide de venir jouer pour les Volts et qui vient étudier au Collège Bourget en anglais. Mais c'est certain que on parle à des recruteurs en Suède, il y en a aux États-Unis, il y en a dans le reste du Canada. Donc, notre bassin de population qu'on va chercher, bien, oui, c'est à l'international, mais on va l'ouvrir également à la clientèle locale. Parlez-moi aussi de la structure au niveau de la scolarité, les jeunes, à quoi ça va ressembler? On va avoir une structure plus flexible. Donc, on a la chance d'avoir notre propre classe, donc, mais qui est très utilisée. On a plusieurs équipes de hockey présentement. Donc, pour les Volts, les entraînements vont être planifiés spécialement en matinée. Donc, c'est certain qu'au niveau de la structure scolaire, elle va être adaptée. On va avoir une équipe d'enseignants, donc avec une pédagogie assez novatrice, là, qui va nous permettre, par exemple, s'ils partent en tournoi à partir du jeudi, donc on va avoir une concentration de cours en début de semaine, mais l'horaire va faire en sorte que les entraînements vont se dérouler le matin et le contexte scolaire un petit peu plus tard dans la journée. Okay. Donc, il va y avoir place à flexibilité vraiment à ce niveau-là. Bien, par exemple, on pourrait avoir des élèves de 10e, 11e, 12e année ensemble dans une structure d'histoire. Et donc là, on pourrait avoir 3 ou 4 élèves où on voit une partie plus théorique alors que d'autres sont en travail d'équipe. Donc, on va vraiment avoir une synergie entre les enseignants puis entre les niveaux pour s'assurer que les jeunes ont un suivi scolaire là, de premier plan, mais qu'en même temps, tout ce qui est sportif ou athlétique, bien, ne soit pas négligé, là. Ouais. Donc, l'harmonie des deux mondes. Ah, oui, vraiment, vraiment. Puis, on pense qu'avec une petite école, parce que l'an prochain, on pense avoir de 20 à 40 élèves, donc on va être en mesure d'offrir un service hyper personnalisé, autant au niveau scolaire qu'au niveau athlétique, là. À votre avis, pourquoi est-ce que ça n'existe pas, ce genre de concept-là, au niveau francophone ici? On a vraiment une culture différente. Bon, évidemment, on a la structure du cégep. Donc, c'est certain que cette structure-là s'inspire énormément du monde anglo-saxon. Donc, du high school avec les junior years, les senior years, donc avec la 12e année. Je pense que parce que notre système, autant avec le secondaire, cégep, université, on n'a jamais été dans cette voie-là. Donc, c'est certain que nous, en ayant le permis en anglais, on avait vraiment voulu s'inspirer de la structure anglo-saxonne parce qu'au niveau international, c'est ce qu'ils connaissent de l'Amérique du Nord. Donc, on a vraiment été dans ce créneau-là et ce qui nous permet, après ça, pour des jeunes d'ici ou des jeunes d'ailleurs, d'aller étudier dans le reste du Canada, dans le reste des États-Unis. Mais le fait que c'est pas populaire vient surtout du fait qu'on a un cégep. Ouais. Oui, c'est ça. Bien, justement, le fait qu'ici au Québec, on a le cégep, donc c'est pas avantageux pour les jeunes qui veulent aller à l'Université du Québec de passer à travers ce programme-là, dans le fond, parce qu'ils vont trouver à perdre une année. Tout à fait. Donc, ce qu'on veut, c'est cibler une clientèle qui veut, par exemple, ici à Rigaud, on pourrait avoir des jeunes qui veulent aller à l'Université d'Ottawa. Donc, si c'est des jeunes locaux, bien là, ils font leur 12e année et entrent directement à l'université. Mais on vise aussi une clientèle qui va aller dans ce qu'on appelle la NCAA, donc tout ce qui est ligue scolaire universitaire américaine. Donc, il y a beaucoup de nos jeunes talentueux qui vont à l'université aux États-Unis sur des bourses, sur ce qu'on appelle des scholarships. Et ces jeunes-là, en ayant une 12e année ici, augmentent leur éligibilité, augmentent leur nombre d'années où ils sont en mesure de compétitionner par rapport à un jeune qui va au cégep. Donc, c'est ça le gros avantage, là. Ouais. Puis en terminant, dites-moi, l'objectif, c'est quoi? Là, on parle de l'automne vraiment prochainement, donc en 2019. Tout à fait. Donc, on parle de combien de personnes pour la première année, pour la première cohorte? De façon réaliste, la première cohorte en 2019, on s'attend à un groupe de 20, une équipe. Donc, une équipe de 20. Dans le meilleur des cas, on va avoir 2 équipes. Mais à terme, ce qu'on voudrait, après 3 à 5 ans, c'est d'avoir 4 équipes
complète en hockey, mais aussi de développer d'autres sports. Donc, on a, oui, le hockey, mais ce n'est pas une école de hockey uniquement. Ça, c'est la première phase, mais ce qu'on veut, c'est étendre ça à d'autres sports pour faire vraiment une académie ou une école spécialisée là, dans le développement athlétique. Donc, une question que sûrement plusieurs se demandent. Qu'est-ce que ça représente pour le collège en matière d'investissement, d'aménagement, les ressources que ça va prendre, tout ça? On a la chance de compter sur un immense campus. C'est rare les écoles au Québec qui ont autant de locaux inoccupés ou qu'on peut transformer. Donc, c'est certain que, puis d'avoir notre propre glace, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, ça nous avantage. Par contre, au niveau de l'aménagement des horaires, évidemment, l'avenue de cette école-là va demander certains aménagements. L'an prochain, tout ce que ça nous demande, c'est un réaménagement des résidences. On a déjà des chambres pour ces jeunes-là, il n'y a aucun problème. Une construction de peut-être 3 classes, mais pour l'instant, et revoir la chambre des joueurs. Donc ça, c'est pour 2019-2020. Après ça, évidemment, on a un plan triennal d'investissement selon les agrandissements, selon le nombre d'élèves qu'on va avoir, mais effectivement, juste avec les bâtiments existants, on est en mesure d'étendre ou d'augmenter la clientèle de 100 élèves sans problème, là, de revoir les locaux. Donc, au niveau de l'investissement, c'est beaucoup plus de mettre aux normes, de s'assurer qu'on a vraiment une école pensée comme 2019-2020, mais on a vraiment toute l'infrastructure nécessaire. Là. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. On va vraiment suivre l'évolution de ce beau projet-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Puis, on est très excités à l'idée là, que le projet parte. Là. On a une belle réponse aussi de la clientèle des gens. L'artiste en art visuel Diane Collet expose une collection des plus colorées de ses œuvres au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Elle nous y a accueillis afin de nous présenter quelques-unes de ses créations. Donc, on est avec Mme Collet en plein cœur de votre exposition ici au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Parlez-moi un peu de cette exposition-là. C'est assez varié aussi. Oui. C'est que moi, je suis une personne qui ne se concentre pas seulement que sur un médium parce que j'aime expérimenter. Alors, je suis toujours en train d'essayer des nouvelles choses. Ça fait 50 ans que je fais de l'art, alors ça fait 50 ans que je suis en train d'expérimenter. Et vous allez voir la variété, il y a toutes sortes de médiums, mais je crois que ça se tient très bien quand même. Et on a même quelque chose qui est plus tendance technologique aussi. Parlez-moi un peu de cet aspect-là. Oui, je fais des œuvres numériques sur mon iPad. Ça fait quelques années que je fais ça. Avant, j'avais un petit iPad là, ordinaire avec un stylus, puis tu dessinais ta ligne ici, puis en réalité, elle apparaissait là sur l'écran. C'était vraiment drôle, mais maintenant, j'ai investi dans l'iPad Pro, et puis j'ai le crayon fantastique. C'est pareil comme si tu dessines sur un bout de papier. Et pour moi, je regarde l'art numérique comme étant ou l'iPad comme un autre outil. C'est pas vraiment pour moi de la technologie, c'est juste que c'est un autre outil pour dessiner. Et parlez-moi le titre de l'exposition, Le miroir capricieux. Oui. C'est quoi la signification de ça pour vous? C'est moi le miroir. C'est que je vois la société, je vois toutes sortes de choses dans la société que moi je trouve souvent absurdes ou ça peut être très banal. Il y a des choses qui m'inspirent et puis moi je considère que les artistes, c'est comme des reflets de la société dans laquelle ils vivent. Alors, principalement, c'est ça que je fais. Moi, je choisis certaines choses qui me chicotent et puis... je ne suis pas une personne qui est, au niveau verbal, qui est trop bonne dans le débat, mais je suis assez bonne avec mon crayon pour passer le message. On est devant l'œuvre Art Police. Expliquez-moi, c'est une nouvelle œuvre que vous avez faite? Oui. Récemment, justement, c'était un appel aux artistes. Il fallait faire un autoportrait. Et puis, ça devait être un diptyque qui traitait de l'intérieur et de l'extérieur de la personne. Alors, comment on pense qu'on est perçu,
comment on se voit de l'extérieur et qu'est-ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur. Alors moi, j'ai effectué un peu de recherche par rapport aux mugshots victoriens, australiens, suédois, c'est-à-dire les photos de criminels, qui étaient en noir et blanc. Et j'ai trouvé ça fantastique parce que, premièrement, sont jaunis, sont maganés. On regarde sur Internet, là, c'est vraiment intéressant. Alors, mon défi, c'était vraiment d'essayer de reproduire ces photos-là avec mon mugshot, si vous voulez. Et puis, essayer de les reproduire en acrylique. Créer l'illusion d'une photo noir et blanc avec la peinture acrylique. Votre processus de création, est-ce qu'il y a un moment dans la journée où est-ce que vous êtes plus créative? C'est quoi votre façon? Moi, je dirais que j'ai toujours été comme ça. Moi, quand j'étais jeune, j'ai passé beaucoup de temps seule et je lisais Mad Magazine. Je ne sais pas si vous connaissez Mad Magazine, mais c'est une revue pour les jeunes où il y avait continuellement du satire sur tout ce qui se passait dans la société. Et puis moi, j'ai appris qu'il n'y a rien de sacré. Tu peux vraiment faire... sortir des choses ironiques ou satiriques de n'importe quoi. Alors moi, je pense que ça m'a donné la permission, très jeune, vu que j'étais toute seule, de vraiment penser ce que je voulais. Et puis, je pense que ça se perpétue. C'est un peu... Moi, j'ai un sens d'humour assez prononcé, souvent noir, par exemple. Mais c'est quelque chose que je trouve qui fait qu'on a... comment je vous dirais ça? Ça nous aide à tolérer les absurdités de la vie. Il y a certaines choses qui sont vraiment folles ou qui nous chicotent, et puis on prend une distance, et puis on dit « Wow, c'est vraiment drôle, ça. » Est-ce que c'est un peu ce que vous allez faire avec les gens? Parce que là, il y a un atelier qui s'en vient le 23 novembre avec le public. Oui, l'atelier, ça va être... c'est plus aléatoire. Puis souvent, mon processus est aléatoire. Puis je travaille par association d'une façon analogique, la pensée latérale, si vous voulez. Alors, avec ça en tête, l'atelier va traiter de la poussière, de fusain et de pastel, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment salir. Ils vont prendre cette poussière-là que je vais leur apporter, ils vont l'écraser, et à partir des formes qui sont créées sur le papier, ils vont faire une œuvre. Ouais. Très intéressant. Donc, on lance le rendez-vous pour le grand public. C'est possible. Maintenant, pour vos nouvelles en bref. À partir de décembre, le pavillon de l'île Héritage Saint-Bernard deviendra un point de chute pour les paniers bio locaux, rassemblant des produits 100% biologiques et locaux. Pour connaître le contenu d'un panier d'hiver, pour vous inscrire ou pour toute information complémentaire, rendez-vous au biolocaux.coop. Francis Lafrenière retourne dans le ring ce samedi 24 novembre au Casino de Montréal. Il s'agit du deuxième combat en 34 jours pour le boxeur de Coteau-du-Lac. Francis avait remporté son combat du 20 octobre en moins de 3 minutes. Pour samedi, il s'attend à un adversaire de taille, ce qui offrira sans doute un très bon spectacle selon lui. Les 24 et 25 novembre, ce week-end, le public est invité à faire le plein de produits locaux et à découvrir le talent de nos artistes et artisans. Au marché des saveurs de l'île Perrot au centre Paul-Émile Lépine, ainsi qu'au marché de Noël de Pincourt à l'Omnicentre. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.